Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo un peu plus personnelle, j'avais envie de vous faire une vidéo un peu sur mes regrets et les choses que j'aurais aimé faire plus tôt en tant qu'entrepreneur. Parce que donc j'ai 23 ans, j'ai commencé à entreprendre à 16 ans, j'ai créé mon statut assez tôt en fait, donc ça fait maintenant 7 ans que j'ai mon statut de micro-entrepreneur et je suis passé par différentes phases. De très jeune, très inexpérimenté, très naïf, à maintenant un peu plus mature et donc avec des réflexes qui vont être vachement différents et surtout un peu de regrets de choses que j'aurais aimé faire plus tôt. Donc j'essaie de vous en parler dans cette vidéo. Voilà, il y a 6 choses que moi j'aurais aimé faire plus tôt. La première, c'est de commencer donc ça c'est un conseil. Tous les conseils vont paraître très bateaux, mais qui sont pourtant très importants. Donc le premier, c'est le fait de négocier, toujours oser demander. Ça peut paraître très bête, mais en fait demander quelque chose, ça ne coûte que le prix d'une question. Donc ça peut être dans tous les aspects de sa vie. En fait, ça peut être de demander par exemple à son client, j'ai pas trop bien compris ta problématique ou j'ai pas trop bien compris ce qu'il faut faire, est-ce que tu peux me réexpliquer? C'est des trucs tout bêtes, mais en fait si on pose pas cette question, au final on risque de le décevoir, donc toujours vraiment poser cette question qui peut être hyper important et de manière générale toujours oser de négocier. Donc négocier, vous pouvez le faire à la fois en termes d'argent, c'est-à-dire vous pouvez dire moi je suis ok pour qu'on travaille ensemble, mais c'est pas 1000 euros, c'est 1200 euros par exemple. Donc ça, c'est un premier axe de négociation qui peut être assez simple à comprendre, mais vous pouvez pas forcément négocier que sur l'argent, vous pouvez aussi négocier sur les conditions, sur les responsabilités que vous allez avoir, etc. Je vous donne un exemple très précis. Si aujourd'hui, vous avez un client qui vous dit, voilà, moi j'ai un budget par exemple de 1000 euros, donc je sais que je ne dépasserai pas ces 1000 euros, vous pouvez dire, ok, moi je peux travailler avec toi. Donc là, vous ne pouvez pas négocier sur le prix, c'est 1000 euros, c'est 1000 euros. Par contre, vous pouvez dire, moi, ce que je peux faire, c'est au lieu de le faire habituellement en un mois de travail quand c'est 1500 euros, comme vous avez un budget de 1000 euros, moi je vous propose de le faire en 2 mois de travail par exemple. Et donc là, vous allez jouer sur les conditions de votre arrangement, de votre projet. Et donc en tant qu'entrepreneur, ça peut être hyper utile de négocier sur différents aspects et non pas que sur l'argent. Ça peut être aussi sur des conditions de paiement, de partenariat, de visibilité aussi. Le fait de dire ok, je vous accorde par exemple un prix plus inférieur, ou alors on fait pas plus cher, mais vous faites de la visite pour moi, ou vous me faites une vidéo, ou vous allez faire un avis, un témoignage de mes services. Bref, ça peut être sur n'importe quelle possibilité. En tout cas, sachez que la négociation ne se cantonne pas que à la partie argent. Et enfin, une astuce que moi je vous donnerai qui est hyper utile vraiment pour les freelances, pour ceux surtout qui font de la prestation de service et qui vont avoir différents niveaux. Moi je vous propose toujours de négocier, de proposer plusieurs options avec donc des formules différentes, avec des options différentes et des prix différents. Je donne un cas très simple. Si par exemple aujourd'hui vous faites de la vidéo, vous allez proposer une formule vidéo basique. Vous allez faire simplement une vidéo qui va durer 5 minutes, vous allez faire le montage et l'envoi en .mp4. Vous allez ensuite proposer une autre vidéo avec un prix, une autre formule avec un prix par exemple 2 fois supérieur, où là vous allez faire une vidéo de 10 minutes, vous allez proposer aussi de faire un petit coaching sur le tournage et aussi d'envoyer par exemple le fichier de montage Premiere Pro, etc. à votre client. Et enfin une troisième formule par exemple de luxe, où là vous allez avoir du maquillage, n'importe quoi, enfin bref, vous avez compris l'idée, c'est qu'en fait vous allez avoir 3 formules différentes, une un peu cheap, une autre un peu classique, standard, et une autre un peu plus premium de luxe. Et en fait en proposant 3 formules différentes, vous pouvez beaucoup plus facilement négocier avec votre client que si vous ne proposiez qu'une seule formule, qu'un seul tarif. Parce que si vous avez qu'un seul tarif, la seule réponse que votre client pourra avoir, c'est oui ou non. Par contre, si vous avez 3 formules, là la réponse sera plus la formule 1, ça me plaît bien, la formule 2, elle me plaît bien aussi, mais elle est un peu trop chère. Et donc vous avez en fait tout un nuancier où vous allez plus facilement pouvoir négocier et surtout aussi ça sera beaucoup plus facile pour vous de justifier votre prix, parce que si vous avez 3 formules différentes, en fait la personne va se dire tiens, si je passe de telle formule à telle formule, j'ai ça en plus, c'est ça qui me coûte tant d'euros en plus. Alors que si on propose un devis par exemple de 10 000 euros sur une prestation et qu'on a 3-4 lignes détaillées, en fait on ne sait pas quelle est la vraie valeur de chaque élément, et en fait en proposant différentes formules, on comprend mieux justement la logique de la valeur que vous apportez. Donc ça, c'était un petit exemple justement pour les freelances que je trouve vraiment hyper utile. Deuxième chose que j'aurais aimé faire plus tôt, c'est évidemment de dépenser dans des affaires de qualité plus tôt, même si je le fais déjà récemment. Le fait par exemple d'avoir acheté un MacBook Pro, c'est vraiment game changer. On gagne en qualité de vie, mais c'est vraiment
énorme. Avant, j'étais sur Windows et je devais donc à la fois travailler à distance, etc. Et donc, en fait, j'avais pas mes fichiers synchronisés. Bref, c'était une galère. Là, avec avoir un Mac en tant qu'ordinateur principal, je peux l'avoir à la fois pour mon travail personnel, mon travail professionnel. Je l'ai quand je suis chez moi, quand je suis dans les cafés, quand je suis dans un train. Donc, en fait, j'ai tout le temps mon travail avec moi et ça, c'est vraiment génial. Même en termes d'expérience utilisateur, c'est vraiment génial. Et ça peut aussi s'étendre sur tous les autres aspects de dans lesquels vous pouvez dépenser. Les logiciels, par exemple ScreenFlow, c'est l'outil que j'utilise pour enregistrer cette vidéo. Ça me fait gagner un temps de fou, alors qu'avant, je passais sur d'autres outils, j'allais ensuite aller dans un logiciel de montage, je faisais mon petit montage, etc. Là, dans ScreenFlow, j'ai des raccourcis qui sont déjà préconfigurés. Alors certes, ça coûte plus cher, la licence annuelle, elle me coûte quasiment 150 € par an, mais c'est vraiment une très très bonne dépense, et en termes de qualité de travail, et surtout en termes de gain de temps, c'est vraiment énorme. Et pareil pour mes outils de comptabilité, avant, en tant que micro-entrepreneur, j'utilisais simplement facture.net, où je faisais avant, vraiment il y a longtemps, sur un Google Sheet ou sur des documents Word. Et donc, évidemment, je perdais vachement de temps, je ne faisais pas de rapprochement bancaire. Et en fait, j'avais pas vraiment aussi ce pilotage que je peux avoir maintenant sur ma micro-entreprise, que j'ai grâce à Freebie ou Abi. Et ça, c'est un autre exemple. Et enfin, un dernier exemple, c'est Beautiful.ai. Donc, c'est pour faire des slides. Avant, je les faisais sur Google Slides ou sur d'autres outils comme ça, qui étaient gratuits, qui étaient très bien, mais ça ne gérait pas, par exemple, le fait d'avoir un thème commun. Et donc là, Beautiful me permet de le faire. Alors, certes, pareil, ça coûte 15 € par mois, mais au moins, je gagne du temps sur la création de mes vidéos. Et je pense qu'on peut le faire ici sur tous les aspects de la création de votre travail. En tant qu'indépendant, il y a forcément des logiciels sur lesquels vous voulez pas forcément dépenser. Eh bien, moi, je vous conseille de dépenser, ou en tout cas, peut-être d'essayer de dépenser et de se dire, OK, je vais essayer de le rentabiliser. Et en tout cas, c'est ce que j'ai fait et vraiment, je sens une grosse différence dans la qualité de mon travail. Et après, voilà, ça marche dans plein d'autres domaines. Le fait, par exemple, d'avoir des lampes de bonne qualité. Là, j'ai des lampes qui sont connectées en Bluetooth pour m'éclairer. Avant, j'utilisais une softbox d'Amazon qui était vraiment cheap à 80 €. Bon, là, c'est 2 lampes à l'unité, ça coûte 200 €. Donc, j'en ai pour 400 € de matériel. Mais au moins, la qualité est vraiment très, très présente et c'est vraiment un plaisir de travailler avec ça. Ensuite, autre regret, entre guillemets, quelque chose que j'aurais aimé faire plus tôt, c'est de vraiment travailler mon réseau. Donc ça, c'est vraiment le conseil. S'il y a bien un conseil que vous devriez retenir dans cette vidéo, c'est travailler votre réseau le plus tôt possible et de manière le plus efficace possible. Donc à quoi ça sert d'avoir un bon réseau ? C'est déjà pour développer sa propre confiance personnelle, pour trouver des clients, hyper important, et donc se faire recommander. Parce que certes, vous n'allez peut-être pas trouver des clients directement dans votre réseau, mais si vous montrez à votre réseau que vous êtes quelqu'un de compétent, que vous êtes quelqu'un de confiance, de fiable, etc., vous allez très facilement vous faire recommander par d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment génial, ça arrive dans plein de domaines. Un exemple encore tout récent qui m'est arrivé ce matin, quelqu'un m'a envoyé un message en me disant: tiens Axel, j'ai acheté ton livre parce que telle personne m'a recommandé de le lire, ou en tout cas de l'acheter. Et donc ça, c'est vraiment que la force du réseau. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour justement se créer du réseau, trouver des gens, etc. C'est de participer à des meet-up, organiser des petites réunions, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est au lieu de juste chercher des meet-up, donc vous avez plein de sites comme meetup.com qui vous permet de trouver peut-être des réunions d'entrepreneurs, ou peut-être qu'il y a des groupes Facebook aussi qui le font, ne pas rester non plus que en passif, mais soyez aussi actif et proposez vous-même un meet-up sur la plateforme, parce que en fait, si on se dit, voilà, dans ma ville, il n'y a rien qui se passe, peut-être qu'il y a d'autres gens aussi qui sont comme vous, qui aimeraient qu'il y ait quelque chose qui se passe, donc proposez-le et ça se trouve, vous allez trouver des gens dans votre ville. Enfin, le réseau, ça se fait partout, donc à chaque rencontre, dès que vous rencontrez quelqu'un, moi, dès que je rencontre quelqu'un, je vais toujours essayer d'essayer de comprendre ce que lui il fait dans la vie, en quoi est-ce que lui il peut m'être utile, entre guillemets, c'est-à-dire en quoi est-ce que moi j'ai des problématiques qui peuvent, où lui peut m'aider, et en quoi moi est-ce que je peux l'aider. Et en fait, justement, ça vient dans ce troisième point, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer un bon réseau et faire en sorte que les gens vous recommandent. La première chose, c'est d'apporter de la valeur immédiatement. C'est si par exemple je rencontre que quelqu'un a un problème, je dis voilà, tu fais quoi dans la vie, machin, tiens, je fais ça, ok, et est-ce que tu utilises par exemple ce logiciel là, parce que ça me fait gagner un temps de fou, etc. Et donc là, je vais pouvoir lui recommander par exemple des outils, des logiciels, n'importe quoi, ou des méthodes de travail, des choses, et en fait tout de suite vous apportez de la valeur à la personne. Elle se dit waouh, la personne, elle m'a donné plein de conseils, c'était hyper enrichissant, la personne est vraiment, c'est une personne de ressources. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est que les gens, quand ils me rencontrent, ils se disent, tiens, Axel, c'est vraiment une personne de ressources. Je sais que quand je vais le voir, soit il me donne directement la réponse à ma question, soit il peut me mettre en relation avec quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est le deuxième point, c'est aussi avoir un rôle de mise en relation. Si quelqu'un a une problématique,
et qui recherche, je sais pas moi, un artisan, je sais pas, quelqu'un pour faire des travaux, ou un développeur, ou n'importe quoi, si vous pouvez le mettre en relation avec quelqu'un de confiance, quelqu'un comment dire, qui est fiable, alors cette confiance, elle va venir se dégrader sur vous, elle va venir se mettre sur vous, parce que vous avez mis en relation cette personne-là. Moi, si par exemple, je connais un ami qui me recommande un super artisan, ben, je vais me dire, waouh, cet ami, il est vraiment de qualité, entre guillemets, parce qu'il m'a recommandé quelqu'un de très compétent. Et ce sera la même chose pour vous. Donc vraiment faites-le pour votre réseau. Ensuite, ça va être le fait de proposer des win-win. Donc quand vous voyez quelqu'un que vous lui proposez, par exemple, vous lui recommandez un ami ou machin, vous lui demandez, est-ce que toi tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait m'aider pour faire ça? En fait, toujours essayer de proposer des win-win dans le sens où vous allez apporter quelque chose à la personne, mais peut-être qu'en échange, elle peut vous apporter quelque chose d'autre. Et donc ça fait que votre réseau, il va être gagnant-gagnant aussi pour vous, et ça c'est le plus important. Et une dernière chose qui est encore plus importante, c'est quand vous faites votre réseau, quand vous le consolidez, etc., c'est de prendre toujours les contacts et les relancer si besoin. Un exemple encore très concret, je suis allé au salon de l'investissement il n'y a pas très longtemps sur Bordeaux, et il y avait plein de gens, plein de salons, enfin il y avait plein de stands de partenaires, etc. Donc j'en ai vu plein, j'ai discuté avec plein de gens, mais j'ai pas pris beaucoup de contacts. Et ça c'était une erreur parce que justement, si on prend pas le contact de la personne, déjà on ne va pas la recontacter, on ne va pas s'en souvenir, et justement on va pas la relancer. Et je l'ai fait avec un seul partenaire, avec éventuellement quelqu'un avec qui je travaillerai. Le fait de le relancer, forcément c'est ce qui va emmener à l'action. Et si vous ne prenez pas les contacts, si vous ne les relancez pas, ça ne va pas emmener à l'action. Donc n'oubliez pas que le réseau, ça s'entretient. Donc il faut prendre les contacts, il faut relancer les gens. Autre petit point, c'est le fait d'investir plus tôt. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai commencé assez tard, entre guillemets, même si c'est très jeune. Donc moi j'ai gagné mes premiers euros à 16 ans, et au début j'avais peur d'investir parce que déjà j'y connaissais rien. Pour moi, l'investissement, surtout en bourse, j'avais vraiment peur de faire beaucoup d'erreurs et je trouvais ça vraiment très complexe, très inaccessible. Et donc j'ai commencé à 20 ans quand j'ai ouvert mon premier PEA. Donc forcément ça fait très jeune, mais ça fait quand même 4 ans après le début de mon activité, et j'avais accumulé un petit peu de sous à ce moment-là. Et c'est une transition bien trouvée pour le partenaire de cette vidéo, YoMoney. Donc YoMoney, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le leader de l'épargne en ligne en France. Ils ont différents produits qui sont assez connus, notamment leur assurance vie et leur PEA. Donc eux, leur fonctionnement il est assez simple, c'est qu'on investit en gestion pilotée chez eux. Et donc tout récemment, ils ont lancé un nouveau produit qui s'appelle le compte titre pour indépendants, qui est un compte titre pour les personnes morales, donc c'est-à-dire pour les sociétés. Alors je vous en parle rapidement. En quelques minutes, en gros, donc le nouveau compte titre qu'on appelle un CTO-PM pour personne morale, c'est un placement qui va être long terme avec lequel vous allez pouvoir investir en bourse avec votre société pour la trésorerie de votre société. Donc si vous avez une SASU, une SARL, une SCI, une EURL par exemple, ou toute autre forme de société, vous pouvez investir avec leur compte titre. Et l'avantage, c'est comme c'est en gestion pilotée, vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire qu'en gros, vous souscrivez à votre compte titre, vous déposez votre argent et la partie pilotage, c'est eux qui s'en occupent. En termes de frais, c'est assez simple, c'est même très simple, c'est 1,6% par an de gestion de votre portefeuille, et eux en échange, c'est eux qui s'occupent de la gestion, et ils vont générer une performance. Donc depuis 2016, la performance elle est de 8% net de frais, donc c'est-à-dire en déduisant les 1,6% qu'on a vu juste avant. Évidemment, les performances passées ne préjugent pas de performances futures, c'est pareil en bourse, et comme c'est un compte titre, ça va être un placement qui va être totalement liquide. Vous pouvez liquider vos ETF et retirer votre argent à tout moment. Et enfin, je tiens à préciser une dernière chose, investir évidemment comporte des risques de perte en capital, donc c'est si vous avez de la trésorerie, que vous voulez investir plutôt sur le long terme, ça peut être une très bonne solution pour vous et pour votre société. Enfin, l'offre du moment justement avec eux, jusqu'au 31 octobre, vous avez une offre qui s'appelle Feel Free avec 150 € offerts en déposant votre argent. Je crois que le minimum pour déposer votre argent de trésorerie, ça va être 15 000 €. Voilà, donc ça peut vous faire un petit bonus en plus si vous souhaitez passer par eux. Enfin, on va terminer avec les deux dernières choses que moi j'aurais aimé faire plus tôt. La première, c'est d'apprendre à dire non plus tôt. En fait, il y a plein d'avantages à dire oui à plein de choses, mais plein d'inconvénients aussi. Moi, ce que j'ai eu beaucoup de mal, c'était justement à dire non à plein de projets. Et en fait, les avantages de dire oui, en fait, on est tout le temps stimulé, donc on est challengé à 110%. Il y a plein de projets que j'ai pu faire, je vous en parlais juste après. C'est aussi c'est créateur de beaucoup d'opportunités. Le fait de dire oui, en fait, ça amène à d'autres personnes. Vous allez créer des nouvelles connexions avec plein de personnes. Et en fait, vous allez toujours être en mouvement, vous allez toujours avoir plein de choses à faire. Mais les inconvénients, c'est que vous allez toujours avoir du temps bloqué. Moi, j'ai un calendrier qui est vraiment assez chargé. Et surtout, je suis engagé. C'est-à-dire qu'en gros, mentalement, vous vous dites « Ah, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois m'y mettre ». Et ça génère de la pression, ça génère un stress assez important. Et ça, c'est un point
qu'on ne dit pas assez, mais en cas d'échec, ça brise la confiance et votre fiabilité. Si vous n'arrivez pas à, à tenir vos engagements, le fait de dire oui tout le temps, et bien après vous allez faire des déçus, des déceptions, et vous allez dire oui je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, et puis après c'est trop tard, ou sinon vous le faites pas, et vous cassez la relation, vous cassez la fiabilité que vous avez avec vos clients, et ça c'est vraiment terrible. Donc je travaille vraiment dessus pour éviter de le faire et justement pour dire oui mais tenir mes engagements et le but ça va être de, je pense, commencer à apprendre à dire non, parce que plus ça va et plus on est sollicité, en tout cas moi c'est mon cas, plus ça va plus je suis sollicité, donc c'est dur de refuser mais il faut le faire, sinon je me retrouve bloqué. Mais cela dit, c'est vrai que le fait de dire oui à plein de projets, c'est générateur d'opportunités. La première grosse opportunité de cette année, moi, c'est la sortie de mon livre. Là, clairement, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai passé un été où j'ai fait des nuits de 5 heures de sommeil, mais au moins, j'ai sorti un livre et là, au moins, je suis très content. Ça a retardé plein de projets, mais voilà, c'est sorti. Deuxième chose, j'ai pu participer à beaucoup de conférences et à des émissions. Donc là encore, c'était pareil, une super, des super moments, des super événements. Mais le fait d'avoir des conférences ou des projets qui sont, par exemple, projetés à plusieurs semaines, plusieurs mois dans le futur, ça nous met une petite pression mentale en se disant « Ah, il faut que je prépare ce que je vais dire, il faut que je sois prêt, il faut que je prenne mes trains, il faut que je prenne machin et tout ». Et en fait, on se projette toujours. Et donc moi, j'ai fait une année en 2022 là, faire que me projeter, par exemple. Et ça, c'était pas forcément l'idéal. Et après, j'ai eu aussi 2 projets immobiliers qui ont été plantés parce qu'en fait, voilà, je voulais faire de l'immobilier, je voulais vraiment m'y mettre. Alors qu'en fait, si j'avais été raisonné, si j'avais été, plus réfléchi, j'aurais su que je n'aurais pas eu mon financement. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui parlait de mes échecs de financement sur ces 2 projets-là. Mais bref, du coup, j'ai retardé ce projet-là et je vais le refaire, mais plus tard. Bref, du coup, c'était 2 petits échecs. Et enfin, comme je vous le disais, les projets non tenus. Donc, il y a plusieurs petits projets avec des partenaires notamment que j'ai pas pu faire. Donc, c'est pas grave, mais ça casse un peu la fiabilité et la confiance qu'on peut avoir en nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Donc, moi, je vous déconseille fortement de dire oui à tout. Surtout les oui quand c'est dans la demi-mesure. Donc, j'ai souvent appris ça, mais à mes dépens. C'est quand on dit oui, il faut dire oui à 100% et pas oui à 80%. Il faut dire oui, je veux vraiment le faire et je le fais. Et enfin, dernière chose que j'aurais aimé faire vraiment plus tôt, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé faire plus tôt, c'est le fait de déléguer et collaborer, donc c'est-à-dire travailler avec des gens, m'aider par exemple sur le montage de mes vidéos ou sur des tâches opérationnelles que je commence à peine à faire. Donc dites-vous que ça fait quand même quasiment plus de 10 ans que j'ai cette chaîne YouTube, donc ça fait pas 10 ans que je fais des vidéos régulièrement sur cette chaîne, mais ça fait 10 ans que je l'ai. Ça fait maintenant 3 ans que vraiment l'activité a bien démarré et je commence à peine à trouver un monteur, à m'aider sur des tâches opérationnelles. Et en fait, c'est un gain de temps énorme qui va être généré, mais c'est quand même un investissement parce qu'il faut former la personne, lui expliquer comment est-ce qu'on fonctionne, etc. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut commencer à faire. Je pense que quand on commence à gagner un petit peu de sous, commencer à déléguer, ça revient au fait de dépenser de l'argent dans du matériel de qualité, ça va être aussi dans des prestations de qualité. Le fait d'être bien accompagné, d'être bien aidé, ça peut être hyper utile. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu de tout ce que j'aurais aimé faire plus tôt, ça vous a donné des idées à vous dans votre business. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Je vous dis à très bientôt, c'était Axel, ciao tout le monde.